cadre des biopratiques, donc qui a le soutien financier de la région ainsi que de l'ADEME. Donc, je voulais également remercier nos partenaires pour cette journée, notamment la CAB, donc, qui participe à l'organisation de ces biopratiques, et aujourd'hui Julien Tonnet qui nous aide pour l'animation de cette visioconférence. Sont également présents donc eBio et Biolait au travers des deux fermes qui vont venir témoigner, puisque des membres de ces fermes sont administrateurs de ces structures, et également nous avons la présence de Valentine Pied qui est qui travaille chez eBio et qui va nous présenter des éléments sur la filière. Voilà, donc rapidement pour vous resituer, donc cette biopratique, elle est organisée par le GAP Vendée et la CAB et elle permet donc d'accompagner le développement de la bio au travers de portes ouvertes. Donc cette année, malheureusement, on n'aura pas pu les maintenir en physique, c'est pour ça qu'on vous propose ces visios à distance. Donc, je vais vous présenter le déroulement de la journée. Alors, juste un dernier point, la visioconférence va être enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper vos vidéos et de toute façon, ce sera essentiellement les intervenants qui vont apparaître en fait lors de cet enregistrement, et donc vous pourrez la voir en différé sur le site de la CAB. Alors, donc le programme de cette visioconférence, on va faire un point sur l'évolution réglementaire qui concerne la sortie obligatoire des jeunes ruminants. Voilà, donc ensuite, on fera donc il y a Valérie Chailloux-Février du GAEC Bioloval qui nous présentera comment sont gérés l'élevage des veaux sous les vaches nourrices sur sa ferme. Ensuite, nous aurons des éléments de contexte sur la filière viande pour la commercialisation des mâles laitiers, présentés donc par Valentine Pied du Nebio. Et enfin, donc nous aurons le témoignage de Julien Grelier du GAEC Les Rocs, qui élève des veaux, qui élève des bœufs, pardon, pour la valorisation des mâles laitiers. Alors, donc je vais démarrer avec la présentation de l'évolution réglementaire qui pose question en ce moment à de nombreux éleveurs laitiers. Je rappelle, n'hésitez pas à tout moment à interagir dans le chat si vous avez des questions. Donc, le contexte actuel, il est né en fait d'évolutions qui font que la réglementation en fait, jusqu'à présent permettait les organismes certificateurs toléraient le non-accès à l'extérieur pour les veaux. Mais en fait, c'est un point réglementaire qui est inscrit dans le règlement depuis très longtemps et jusqu'à présent, il n'était pas ou peu contrôlé. Il y a eu de premiers contrôles en 2016 et donc par rapport à ça, il y a eu une demande d'harmonisation auprès de tous les contrôleurs. Donc pour vous rappeler un petit peu ces points réglementaires, donc les veaux normalement doivent être logés, donc il y a une surface intérieure qui est définie dans le règlement ainsi qu'une aire d'exercice. Les veaux doivent avoir accès à cette aire d'exercice quand les conditions le permettent sur la période de package. Donc, pour rappel, dès la première semaine d'âge, les veaux doivent être en case collective. Donc, passé une semaine, ils doivent avoir accès à une case collective et à ce moment-là aussi à l'extérieur. Ce qu'indique le règlement, c'est qu'il faut pour des veaux en dessous de 100 kg, il faut 1,1 m² par tête. Et pour des veaux entre 100 et 200 kg, il faut 1,9 m² par tête pour cette aire d'exercice. Ces aires d'exercice peuvent être une aire effectivement construite à l'extérieur, mais ça peut aussi être un accès direct au pâturage. Et enfin, l'autre point, c'est qu'après le sevrage, dans tous les cas, les veaux doivent obligatoirement aller au pâturage
Donc ça, c'est ce qui est inscrit dans la réglementation et qui donc va s'appliquer. Les organismes certificateurs ont déjà averti en fait les fermes cette année de cette évolution réglementaire. Donc l'aire d'exercice, à quoi elle correspond? Qu'est-ce que c'est que cette aire d'exercice? Comment elle est définie dans le cahier des charges? Donc il y a encore des points qui restent en suspens, mais ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il est interdit de couvrir totalement l'aire d'exercice extérieure, mais qu'il est autorisé de la couvrir partiellement. On n'a pas encore d'éléments sur le pourcentage de découverture. Les côtés donc de cette aire d'exercice doivent être ouverts donc sur 3 côtés et il ne doit pas y avoir de bardage. En ce qui concerne le sol, il peut être bétonné, mais la réglementation nationale française impose dans ce cas de pouvoir récupérer les jus. Donc, c'est cet élément notamment qui fait que ça peut inclure donc des investissements qui peuvent être assez importants. Le caillebotis intégral est interdit, mais peut représenter maximum 20% de la surface. Et donc, comme je disais tout à l'heure, cet exercice, ça peut être une pâture. Donc, qu'est-ce qui a été imaginé? Donc, il y a des fermes déjà qui ont commencé à essayer de s'adapter. Et bien, donc les principales idées qui émergent, c'est d'abord d'adapter sa nurserie en créant une courette. Donc, mais ce qui peut engendrer notamment des investissements importants et puis une réorganisation de l'espace. Donc, c'est également possible de mettre en place des niches collectives qui peuvent avoir un coût, mais qui sont simples à mettre en place et assez rapides. Les veaux, comme on disait, peuvent aussi être élevés au pâturage, mais ça nécessite de s'adapter pour la distribution du lait. Et il peut aussi également être développé la pratique de l'élevage des veaux sous les vaches nourrices. Donc, c'est ce qu'on verra avec le témoignage de Valérie tout à l'heure. Je poursuis. Donc, cette nouvelle réglementation, quand est-ce qu'elle va être applicable? Donc, en fait, elle est déjà contrôlée par les organismes certificateurs. Actuellement, sur les fermes, en 2020, les organismes certificateurs ont averti, donc ont mis en place des avertissements sur les fermes. Et il y a un risque de sanction à partir de 2021, à partir du moment où les animaux devront sortir normalement au pâturage. Les veaux devront avoir aussi accès à l'extérieur. Donc, il y a une nécessité d'harmonisation des pratiques entre les organismes certificateurs qui est encore en cours. Et on manque aussi de certains éléments de leur part pour savoir comment tout ça va être contrôlé. Donc, les réseaux vont vous tenir, les différents réseaux bio vont vous tenir au courant de ces évolutions et des éléments qu'on pourra avoir. Et un autre point que je voulais aborder, c'est différentes enquêtes qui ont été mises en place au sein des réseaux, notamment au sein du réseau du Grand Ouest, au sein du réseau FNAB. Donc, il y a une enquête qui a été réalisée et il y a un peu plus de 60% des éleveurs qui ont indiqué être impactés par cette évolution réglementaire. Et puis une vingtaine de pourcents qui ne semblent pas avoir de problématique par rapport à ça, et le reste qui avait un peu du mal à se positionner. Et donc pour s'adapter à cette évolution, 26% pensent devoir faire des travaux, construire du neuf, 48% seulement des aménagements qui nécessiteront quelques travaux, et 8% seraient conduits à changer leurs pratiques. En moyenne, ce qui a été identifié, c'est des investissements qui sont entre 10 000 et 12 000 euros, suivant les enquêtes. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Merci Adèle. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont arrivées.
Ok. Par rapport donc à cette nouvelle mise en application du règlement, le réseau FNAB et les réseaux partenaires donc, ont souhaité se positionner et puis faire des propositions à l'INAO pour que cela pénalise au moins les éleveurs et qu'ils aient le temps de s'adapter. Donc pour ça, je propose de laisser la parole à Valérie qui a participé à ces échanges. Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis administratrice, enfin je suis d'abord productrice de lait bio, mais je suis aussi administratrice à Biolait et dans ce cadre-là, je fais partie de la commission lait à Forêt Bio. Et au vu, comme l'a présenté tout à l'heure Adèle, des différents retours d'enquête qui ont été faits par le réseau Chambre d'agriculture, le réseau donc FNAB et le réseau et la structure Biolait, les tendances qu'a présentées Adèle tout de suite, là, c'est à peu près les mêmes sur les différents retours d'enquête. Et au vu de ça, on a essayé de se réunir entre les différentes structures, entre les différentes familles qui suivent donc des structures bio. Donc, il y a le réseau Chambre, le réseau FNAB, le réseau coopérative et Forêt Bio. On a essayé de se mettre autour de la table en se disant quelle interprétation on veut envisager par rapport à cette réglementation. Le cahier des charges, c'est sûr, on ne peut pas y toucher. Maintenant, il est figé. Aujourd'hui, c'est réellement le guide d'interprétation de ce cahier des charges sur cette partie veau qu'il faut éclaircir. Là, l'avancement de cette concertation entre nos différentes familles, eh bien, on a fait une proposition commune sur les différents points dont on était d'accord. Et c'est notamment le fait que les veaux à moins d'un mois, en fait, on demande à ce qu'il n'y ait pas d'obligation de pâturage pour ces animaux-là, parce que ça concerne notamment sur nos filières lait tous nos veaux mâles, nos veaux laitiers qui partent à 15 jours, 3 semaines. Donc là-dessus, on a un consensus en disant que à moins d'un mois, on ne demanderait pas d'obligation de pâturer pour ces animaux-là. Et après, on était aussi d'accord sur le fait de l'obligation de pâturer après 6 mois, voire après 8 mois, si ils ont été au pâturage dans les premiers mois de leur vie. Ça, c'était le deuxième point, on était d'accord. Et le troisième point sur lequel on est d'accord, c'est de se donner au moins 5 ans pour réaliser des aménagements s'il y en a à réaliser dans nos fermes. Donc, ces propositions communes ont été envoyées auprès de l'INAO. Il y a un groupe de travail donc, qui va se réunir, alors je pense que c'est fin du mois, là, pour réfléchir donc, à ces propositions. Et la date ultime, je dirais, c'est janvier 2021 où l'INAO va valider effectivement le guide officiel d'interprétation de cette réglementation. Donc voilà, il y a encore des enjeux, il y a encore du travail possible de concertation et donc d'interprétation qui pourrait aller dans le sens où, par rapport à ce qu'a dit Adèle dans la réglementation, par exemple, avoir des bâtiments ouverts sur les 3 côtés sur des animaux comme les veaux, c'est quand même des animaux qui sont sensibles à l'humidité et au vent. Si c'est pour avoir moins de bien-être animal, donc on pose la question qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et c'est pour ça que ce qui est démarré là, c'est une expertise vétérinaire sur les conditions en fait d'élevage des veaux de 0 à 6 mois pour justifier le meilleur compromis sur la partie logement de ces veaux sur ces premiers mois de vie en fait aujourd'hui. Donc là, on continue le travail d'interprétation du guide en concertation entre nos différentes familles. Je trouve que c'est important de le savoir pour vous parce que si vous faites partie des différents réseaux, là, faites remonter aussi vos inquiétudes, vos remarques. C'est important parce que c'est par ce biais-là qu'on manifeste justement la meilleure interprétation qu'on pourra avoir demain, quoi. Merci Valérie. Sur ce point réglementaire, pour s'assurer qu'il n'y a pas des questions
n'auraient pas été traités. Un rappel de fonctionnement, vous cliquez sur le petit logo discussion, ce qui vous permet de poser des questions et par écrit. Et je serai votre porte-parole pour pouvoir les représenter et les réexpliquer à nos différents intervenants. Adèle, je te laisse la main. Alors, une première question arrive. Alors, merci. Donc, c'est Nathalie qui pose cette première question à destination de toi, Valérie. Pourquoi l'expertise veto n'a pas été faite avant le changement du cahier des charges? L'expertise que tu évoquais, Valérie, sur l'impact de l'ouverture des bâtiments pour les veaux sur les premières semaines de leur vie. Le cahier des charges, il est réalisé depuis des années en fait, et ça a été écrit que les animaux devaient pâturer, mais on n'a jamais eu l'interprétation effective de la mise en place de ça. Et en fait, c'est à partir de 2016 que les organismes certificateurs ont relevé ce manquement-là, et du coup, c'est pour ça qu'on veut travailler ce nouvel élément pour s'appuyer sur éventuellement une expertise veto aujourd'hui pour l'interpréter du mieux possible par rapport à tout ce qui est bien-être, gestion des effluents aussi, et puis l'adaptabilité des animaux avec ce qui est proposé en lien avec le cahier des charges. Donc, je n'ai pas l'historique de la réalisation du cahier des charges, mais ça a été écrit donc, il y a plus de 10 ans, mais c'est vraiment dans l'interprétation que ça n'a pas été bien défini. Ok, le cahier des charges étant effectivement un cahier des charges européen, il y a pareil, on appelle un guide d'interprétation. Et c'est effectivement dans ce guide d'interprétation français qu'on retrouve cette nouvelle norme qui s'impose aux producteurs et productrices en lait et viande. Merci. Y a-t-il d'autres questions avant de continuer ce webinaire? Pour l'instant, personne ne se manifeste. Je propose donc, Adèle, de te laisser pour poursuivre cette animation. Merci Julien et merci Valérie. Donc on a vu que cette mise en application de la réglementation, qui n'était pas le cas jusqu'à présent, pose pas mal de questions en termes de santé des jeunes, d'investissement, d'organisation du travail pour les éleveurs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter une des solutions au travers du témoignage de Valérie, donc sur le GEC Bioloval, donc qui est l'élevage des génisses sous des nourrices. Donc Valérie, je te laisse la parole pour présenter la ferme dans un premier temps. Oui, ok. Donc oui, moi je suis installée avec mon conjoint. On est tous les deux sur la ferme donc à Mervan, 82 hectares. Et on a aussi un apprenti là depuis 2 ans. Donc le système essentiellement basé sur un assolement prairie. Et du coup, donc depuis, on a toujours fait du lait, et là avec l'évolution de l'élevage de nos génisses, on n'était pas satisfait des croissances qu'on avait parce qu'on les allaitait, on les nourrissait donc avec un système MIG-bar, là, des seaux avec des tétines. Et puis aussi sur la partie comment est-ce qu'on peut l'idée d'arriver aujourd'hui à élever nos génisses sous la mer, ça a été aussi dans la réflexion du temps de travail par rapport à l'astreinte, parce qu'effectivement, en bio, donc on élève nos animaux par du lait entier, donc le lait de nos vaches. Du coup, il faut traire les vaches pour donner le lait. Et du coup, c'est du temps passé à la traite pour récupérer le lait, et du temps passé à la redistribution au niveau des veaux. Et on s'est dit, pourquoi pas isoler donc plusieurs vaches, et puis donc faire un système type allaitant, c'est-à-dire laisser nos génisses sous des vaches pour qu'elles puissent donc s'alimenter toute la période lactée de ces animaux. Donc ça fait nous 2 ans et demi qu'on a commencé. On a d'abord commencé sur quelques vaches avec nos mâles qui partaient donc à 3 semaines.
Donc, on les mettait, on ne trayait pas les vaches, on les passait dans la salle de traite. Et puis, on avait une case en sortie et on mettait la vache et les mâles tétaient tout seuls. On a trouvé ça super intéressant. Et du coup, il y a 2 ans, on s'est dit, on va faire la même chose avec nos génisses. Et là, on était donc au printemps sur les premières qu'on a fait en élevage sous la mer et on les a donc mis sur une case pour l'apprentissage avec des vaches et puis on les a mises au pâturage. Et là, on a été aussi satisfait par le comportement des animaux, la croissance des génisses, parce qu'on n'apporte pas de concentré non plus. Et un peu surpris de la capacité aux petites en fait à faire du mimétisme en fait. Elles imitent les vaches, mais très tôt. Et cette année, donc sur notre lot de génisses qui est démarré, il y en a certaines à 3-4 jours, 5 jours, elles commençaient à avoir un brin de foin dans la gueule, quoi. Alors elles se mettaient à se mettre à côté des mères. Et voilà. Alors, c'est vrai que c'est du temps en moins sur la partie astreinte traite. Par contre, il ne faut pas négliger le temps à passer dans le troupeau pour que les animaux s'habituent aussi à l'homme, pour les familiariser aussi dans la partie élevage sur les premiers mois. Ça, c'est important aussi. Voilà comment est venu en fait la partie élevage des veaux sous la mer sur notre ferme. Donc, ce qui fait que maintenant, on intègre dans notre gestion de troupeau plusieurs vaches destinées à élever des génisses et nos mâles. Donc, on mélange pas non plus l'élevage de génisses et l'élevage des mâles. Voilà sur la partie présentation. Valérie, si tu le souhaites, tu peux partager. Tu nous as fait une petite vidéo de tes animaux, comme ça, si tu peux la présenter et puis nous parler un peu de l'organisation, le nombre de veaux par vache. Alors, normalement, là, vous voyez mon écran. Hop, c'est parti. Ouais. Alors là, c'est actuellement, là, je les ai rentrés en fait, parce que les 15 derniers jours, là, c'était relativement humide dehors et du coup, je les ai rentrés dans une partie de stabulation. C'est là en fait où étaient mes veaux avant, mais en case individuelle où je les nourrissais. Et donc, j'ai tout ouvert et j'ai laissé donc les vaches et les veaux dessous. Et puis, donc les vaches, elles peuvent aller encore pâturer. Là, j'ai redémarré un peu de pâturage de mes vaches. Donc, je les ressors avec le troupeau de vaches laitières dans la journée et elles reviennent le soir pour remettre sous les veaux. Donc, là, si ils annoncent du beau, donc je vais peut-être les ressortir avec les veaux sur une parcelle peut-être dans les prochains jours. Ça va dépendre des conditions météo. Donc là, actuellement, j'ai 5 vaches pour 13 veaux. Et des veaux qui sont, alors là, ceux qu'on a là sur la vidéo, les premiers sont nés fin août, ils ont 2 mois et demi, et les derniers, ils ont 3 semaines, 1 mois. Alors, merci Valérie. J'ai quelques questions qui arrivent et qui vont peut-être générer d'autres attentes et demandes. Des questions autour du comportement des génisses sous les mers. C'est souvent quelque chose qui revient régulièrement avec cette technique de se dire, notamment en post-sevrage, comment se gère la docilité, la mise au pâturage. Quel retour d'expérience tu as, Valérie, sur le comportement des jeunes génisses? Pour l'instant, enfin, c'était une crainte qu'on avait, nous, en fait, déjà de les mettre dans une parcelle toute jeune comme ça avec des vaches, c'est une crainte qu'on avait.
Et en fait, tant que les vaches sont dans la parcelle, les veaux, ils vont rester en fait. Alors c'est arrivé hein, une fois où il y a un veau qui a passé sous le fil, qui était dans le chemin dans la journée, mais 2 heures après, il était revenu dans la parcelle, il était revenu dans le troupeau avec les mères. Donc ça nous a rassurés, le fait que les animaux puissent quand même rester en enclos. Et puis la deuxième crainte aussi qu'on avait, effectivement, c'était sur le comportement. Est-ce qu'on n'allait pas avoir des génisses plus vives, moins faciles à manipuler? Et du coup, on s'est dit que dès le début, il fallait qu'on passe du temps à aller dans le troupeau à travers les génisses, s'approcher, caresser, et puis en faisant ça régulièrement, et bien du coup, là sur celles qu'on a élevées, là, les premières vont avoir, on va les inséminer, ouais, vont avoir 2 ans là. 1 an et demi, 2 ans, eh bien, elles sont pas plus vives que les autres qu'on pouvait élever avant. Elles sont calmes. Non, franchement, on n'est pas surpris dans le mauvais sens, quoi. Merci. J'ai une nouvelle question pour toi, Valérie, qui arrive sur le chat. On te demande, Valérie, quel temps d'adaptation est-il nécessaire pour l'adoption des vaches nourrices par les veaux? Oui, je dirais que ça dépend des mères qu'on peut avoir. Alors, celles qu'on met, donc dans le choix des vaches, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être des vaches qui peuvent être à problème à cellules, par exemple. Mais moi, sur les 5, il y en a une où c'est le cas là. Sinon, on essaie de mettre des vaches qui sont maternelles. Donc, et du coup, là-dessus, on n'a pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de souci d'adoption en fait, des veaux. Alors, c'est vrai aussi, quand les veaux naissent, nous, on les laisse 2 jours avec la mère. Donc, ils sont habitués à les téter dès les premiers jours. Et du coup, après, on les retransfère sur des mêmes nourrices et c'est pas forcément du temps. Non, c'est pas justement en allant passer dans le troupeau, eh bien, on surveille si toutes les nouvelles génisses intégrées prennent bien, si la mère ne bouge pas, mais jusqu'ici, on n'a pas eu de souci. Mais c'est vrai que le choix des mères peut avoir une importance. Merci Valérie. J'avais une autre question sur, avec l'expérience que vous avez chez vous, c'est quoi pour toi les points de vigilance justement pour l'élevage des veaux sous la mer? Tu as apporté quelques éléments dans ta présentation, mais en résumé, les 2-3 points pour des producteurs ou productrices qui seraient présents et qui voudraient s'engager dans cette réflexion. Quels sont pour toi les points de préconisation? Ouais. Il y en a un où c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas fait assez attention, c'est ne pas trop avoir d'écart en fait dans le lot d'âge en fait entre le plus jeune la plus jeune et la plus vieille pour qu'on quand même on puisse avoir un lot un peu homogène. Parce que certaines, si elles sont plus grandes, elles vont avoir tendance à aller téter un peu plus et au détriment des plus jeunes. Ça, c'est une remarque qu'on a faite. Et du coup, avec 2 ou 3 mois d'écart, là, c'est des lots je vois là, cette année, c'est le cas. Et là, ça se comporte vraiment différemment et on évolue vraiment sur un lot beaucoup plus homogène. Ça, c'est une première précaution. Et puis la deuxième, c'est effectivement choisir un peu les vaches qu'on peut mettre en tant que nourrice, essayer que ce soit les plus maternelles. Et puis le troisième point, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est prendre le temps d'aller voir, de passer dans le troupeau avec les génisses pour qu'elles se familiarisent. Mais ça nous, c'est pas forcément du temps supplémentaire parce que on va voir quand nos animaux sont en pâture, on va les voir au moins une fois par jour. Et du coup, on passe, on va surveiller le troupeau et tous les lots, donc ça fait partie de la surveillance. Merci Valérie. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Adèle, je te laisse la main. Merci Valérie et Julien.
Donc, on a vu une des solutions possibles pour l'élevage de ces veaux, donc avec un accès possible à l'extérieur, donc grâce aux vaches nourrices. Et donc, un deuxième point de préoccupation qu'on retrouve dans les élevages laitiers, c'est le devenir des veaux, et en particulier des veaux mâles. Donc, pour discuter de ces éléments, on va pouvoir laisser la parole tout d'abord à Valentine Pied, d'Ebio, qui va nous présenter donc, des éléments de contexte sur la filière. Donc, je te laisse la parole, Valentine. Oui, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis Valentine, donc responsable de secteur chez Unebio pour l'association Ebio. Et donc, je rayonne essentiellement sur le département Vendée. Alors, je vais faire le point aujourd'hui sur les débouchés qu'on peut avoir au niveau des mâles laitiers bio. Mais avant, je vais vous présenter un petit peu la filière Ebio, Unebio, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, Ebio, c'est l'association des éleveurs bio des Pays de Loire et des Poitou-Charentes, qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans, dans le but de fédérer et structurer la filière viande bio sur la région. Aujourd'hui, l'association regroupe 940 adhérents répartis sur les 5 espèces gros bovins, veaux, ovins, volailles et porcs. Le lien entre Ebio qui est fait entre Ebio et Unebio, c'est que Unebio, c'est la structure de commercialisation de l'association. Unebio, c'est une société commerciale qui est détenue à 100% par des éleveurs bio adhérents à une association d'éleveurs bio. Donc, pour la région Pays de Loire, on a Ebio. Et sur le reste de la France, on a 5 autres associations qui sont actionnaires à Unebio. Donc, c'est une filière d'éleveurs qui est on peut dire dirigés par les éleveurs parce que c'est eux qui se réunissent en commission filière notamment pour discuter des orientations de la filière, de la stratégie et de la grille de prix. Unebio, c'est la première entreprise française de valorisation de viande bio parce qu'aujourd'hui, on ne commercialise uniquement et seulement de la viande bio des éleveurs adhérents. Un des fondamentaux en fait, de la filière, c'est aujourd'hui la rémunération par une grille de prix qui est stable et qui en fait varie pas en fonction du nombre de vaches laitières qu'on peut avoir sur le marché notamment. Cette grille de prix stable, elle est permise aujourd'hui grâce à un engagement des éleveurs en fait, qui se fait par la planification. Les éleveurs laitiers adhérents chez Ebio planifient un lot d'animaux 6 mois à l'avance. C'est assez important et c'est ce qui permet en fait à notre filière d'avoir une lisibilité sur le commerce et la stratégie commerciale à mettre en place face au nombre d'animaux qu'on sait anticiper. Voilà un petit peu globalement une présentation de notre filière. Et pour faire le lien en fait, avec les questions qui se posent aujourd'hui pour la valorisation des mâles laitiers, aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions, mais on n'aura pas des solutions pour tout le monde. Les 2 voies de valorisation possibles sont la valorisation qui est d'abord la plus rapide, c'est la valorisation de veaux. Donc, chez Unebio, on ne valorise pas de veaux jeunes de 15 jours, mais des veaux de 6 à 8 mois. Ce que je vais dire, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde malheureusement. On essaie de trouver des solutions, mais aujourd'hui, on ne les a pas toutes. Je m'explique. Aujourd'hui, notre filière veau, elle est pourvue. On n'est pas à la recherche de nouveaux éleveurs.
vous donner des chiffres. Aujourd'hui, on est à 3000 veaux abattus par an, contre 32 000 gros bovins, ce qui équivaut à un peu moins de 10% de nos abattages, ce qui correspond à peu près au conventionnel également. On n'est pas à la recherche donc, de nouveaux éleveurs parce qu'en fait, on a assez de veaux pour approvisionner notre filière. Mais c'est aussi par transparence vis-à-vis des éleveurs parce que c'est une filière aujourd'hui qui n'est pas rentable en fait, pour les éleveurs. Unebio a réalisé une étude il y a 2 ans en se basant sur un prix du lait à 500 € les 1000 litres. Et ça montrait que par rapport au coût de production engagé, il faudrait rémunérer le veau 8,75 € à 10 € du kilo. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire. Alors, les veaux sont rémunérés à la grille de prix également, mais on est sur un prix moyen aujourd'hui de 6,10 € du kilo carcasse. Voilà, donc aujourd'hui, les éleveurs laitiers qui travaillent avec nous pour la valorisation des veaux, s'ils le font pour une motivation, elle est plutôt éthique que économique, je dirais. Voilà, c'est pouvoir amener tous les animaux nés sur la ferme en bio jusqu'au bout de la filière. Après, on n'est pas fermé, tout reste entendable. Si vous vous intéressez, vous avez des questions, vous pouvez toujours vous rapprocher auprès de nous. On pourra vous écouter. Et pour vous donner un ordre d'idée quand même sur le type de veau qu'on cherche pour nos filières, donc c'est pas des veaux purs laitiers. On prend des veaux croisés viande qui sont gras, qui font 150 à 160 kg carcasse et minimum R égal pour la conformation, sachant que notre bonne moyenne est un R+. Voilà, donc si vraiment vous avez de bons veaux, voilà, vous pouvez toujours vous rapprocher auprès de nous pour en discuter. Voilà. Tout est entendable. Merci Valentine. J'ai 2 questions oui. qui seront posées. La question sur les débouchés. Tu as évoqué le volume de veaux annuel, autour de 3000 veaux. Comment ensuite Unebio commercialise ces veaux mâles laitiers? Et puis, une question, on va dire, conjoncturelle, par rapport à la crise Covid que l'on connaît, est-ce que ça a pu impacter la commercialisation? Alors aujourd'hui, on a une bonne diversification en fait des marchés, donc qui se fait essentiellement par la grande surface, la boucherie traditionnelle. Alors le Covid n'a pas eu un impact trop fort sur la valorisation des veaux. Au contraire, depuis cet automne, en fait, on a de nouveaux marchés, ce qui permet de maintenir nos volumes d'abattage alors qu'on s'attendait en fait à une diminution parce que la viande de veau, elle n'est pas à la mode, elle souffre un peu d'une image. On a tendance à faire de l'anthropomorphisme, etc. Mais donc chez des concurrents, la tendance est plutôt à la baisse et en fait, pour le moment, on se réjouit d'un maintien en tout cas des volumes. Donc voilà, de ce côté-là, c'est plutôt encourageant. Deuxième, en fait, là, c'était pour le point sur les veaux. On a une autre voie de valorisation des mâles dans notre filière, c'est la valorisation des 2 bœufs, la castration des mâles. Donc, elle n'est pas possible dans toutes les fermes, on en est bien conscient, ce n'est pas adapté à tous les systèmes, mais c'est une question qui peut valoir le coup de se poser. Parce qu'on a plus de possibilités de ce côté-là. On est capable de prendre aussi bien les bœufs purs laitiers que croisés, toute race à viande, et croisés-les aussi d'ailleurs. La grille de prix sera seulement différente en fonction des races, parce qu'en France, on est sur un marché de races.
Et voilà. Pour donner un ordre d'idée, les bœufs que l'on fait sortir aujourd'hui, ils ont en moyenne 36 mois, 3 ans. Sachant qu'on a des éleveurs qui arrivent à faire sortir des bœufs à 2 ans et demi. Voilà, jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi. Pour accompagner en fait cet effort qui est fait en ferme, quoi, de rétention de mâles, Unebio a mis en place un contrat bœuf qui permet donc d'abonder de 10 centimes de plus que la grille de prix du kilo carcasse. La condition pour pouvoir être sur ce contrat bœuf, c'est que les animaux soient enregistrés en contrat avant leur 1 an, ce qui nous permet en fait une anticipation assez importante du nombre de bœufs à arriver, parce qu'en fait on sait 2 ans et demi à l'avance le nombre de bœufs qu'on aura sur le marché. Autre condition, c'est qu'ils soient abattus avant l'âge de 42 mois et qu'ils soient en état d'engraissement 3. Voilà, donc c'est une question qu'il faut se poser, voir si ça peut être une possibilité chez soi ou pas. On va avoir Julien qui va nous expliquer un petit peu la conduite chez lui des bœufs. Voilà. Une inquiétude qui peut peut-être y avoir, ou une question qui peut se poser, c'est en fait le nombre d'animaux mâles qui va venir, entre guillemets, concurrencer le nombre de femelles en face. Mais c'est pas quelque chose qui doit être inquiétant, dans le sens où déjà nous on sait à l'avance, largement à l'avance, le nombre d'animaux qu'on va avoir sur le marché. On peut anticiper, venir voir les choses. On sait que c'est une valorisation, quelque chose qui ne pourra pas être possible dans tous les élevages. Faire du bœuf, on en est bien conscient. Et puis, forcément, quand on vient augmenter le nombre de mâles sur nos fermes, on fait forcément diminuer le nombre de femelles derrière. Donc, il y a un équilibre qui se fait aussi. Voilà. Merci Valentine. Avant de laisser la parole à Julien, qui va justement présenter très concrètement chez lui comment il met en œuvre la production de bœuf. Valérie, il y a quelqu'un qui veut te poser une question. À nouveau, je propose qu'on prenne cette question-là, que tu fasses une réponse courte, et puis après que Julien puisse prendre la main sur sa présentation. Valérie, la question qui t'est posée, c'est de savoir s'il y a eu des aménagements particuliers pour la mise au pâturage des veaux avec les vaches nourrices. Oui, j'ai vu la question. Non, j'ai pas changé mon parcellaire, mes clôtures. En fait, euh, j'ai un fil tout autour avec. Alors, j'ai des haies surtout mes parcellaires, mais j'ai pas forcément modifié non mon système de clôture et de mise au pâturage. Alors après, je fais du pâturage tournant aussi pour les vaches qui ont les veaux. Donc, elles changent de parcelle régulièrement suivant la saison, ça dépend. Mais non, j'ai pas changé en fait, j'ai pas aménagé particulièrement pour ces animaux-là, ma conduite. Merci Valérie. Adèle, je te redonne la main. Merci Valentine donc, pour ces éléments. Donc, comme tu le disais, les débouchés en veau sont sont limités, mais donc une des options de valorisation, c'est l'élevage des bœufs. Donc, évidemment, ça dépend des contextes de chaque ferme, la mise en pratique de l'élevage des bœufs. Mais l'idée, c'était quand même de vous présenter donc une ferme qui a fait ce choix. Et donc, pour ça, nous accueillons Julien Grelier, qui est associé du GEC Les Rocs. Donc, Julien, je te laisse présenter la ferme et nous expliquer un peu pourquoi et comment vous avez mis en place cet élevage des bœufs. Oui, très bien. J'espère que tout le monde m'entend. Il faut que tu parles un peu plus fort, Julien, s'il te plaît. Ouais. Du coup, Julien Grelier, installé au GAEC Les Rocs à Saint-Mémin. Donc, nous, on est une ferme, on est 3 associés et on a un salarié à temps plein. Du coup, on a une ferme de 214 hectares. Et suite à mon installation il y a 2 ans,
on a fait le choix en fait de valoriser tous nos mâles sur le GAEC. Et c'est un choix que nous, on a fait pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, on est une ferme, on a choisi la diversification. On fait aussi des légumes plein champ qui demandent beaucoup de temps. Et du coup, on trouvait que les bœufs, ça avait un intérêt d'avoir un temps, un atelier avec un temps de travail qui est plutôt réduit, un temps limité, et qui valorise aussi une part importante de prairies. Et également, c'était un choix sur la cohérence globale. Nous, on a fait le choix de travailler, là, on a la possibilité, on travaille un week-end sur 4. Et l'avantage des bœufs, c'est que c'est pas un temps de travail supplémentaire le week-end. Donc, nous, ça nous allait bien dans la cohérence globale entre les différents ateliers. Donc, voilà. Un autre aspect, c'était aussi un choix éthique. Là, avant, on envoyait quand même pas mal de veaux. On a 75 vaches laitières et on envoyait aller 35-40 veaux, même un peu plus que ça, 55 veaux dans le conventionnel. Alors que maintenant, on n'envoie que les femelles croisées, donc une petite dizaine de veaux en conventionnel, et on arrive à valoriser tout le reste sur l'exploitation. Et ça reste une satisfaction aussi de valoriser tous nos animaux en bio. Donc voilà, avec la création de cet atelier, on mesure pas encore totalement l'impact parce qu'on garde tous les mâles depuis 2 ans et on garde tous les mâles voilà depuis 2 ans et on a vendu pour l'instant qu'une petite vingtaine de bœufs qu'on avait commencé à garder au fur et à mesure. Donc on est dans les prémices un peu de la production et, l'année prochaine on aura une 15-20 bœufs à vendre et ça va être le démarrage un peu pleinement d'activité. Donc techniquement, après, on a fait des choix. On fait nos génisses laitières. On les met avec un taureau pour maximiser la période de pâturage. Et donc, on a un taureau limousin. On a un taureau basadais maintenant et on a un taureau limousin. Faut que tu parles un peu plus fort, Julien, excuse-moi. Faut que je Je vais parle. me Ouais. perdre. S'il te plaît, oui. Ouais, pas de souci. Et du coup, on a un taureau basadais et pour les génisses. Et on a fait le choix sur les vaches laitières de faire du croisement. Donc, on fait en IA sexé sur nos meilleures vaches et les moins bonnes vaches avec le moins bon potentiel génétique. On est passé en croisement charolais. Et du coup, ça nous permet d'avoir 20 bœufs croisés, on va dire par an. Et 15-20 bœufs croisés et une 10-15 bœufs Montbéliard pur. Donc, c'est pour maximiser aussi la valorisation et le prix des bœufs. Donc voilà. Donc on a fait ce choix-là. C'est un choix qui a impacté aussi techniquement l'élevage parce que du coup on garde toutes nos génisses laitières et ça nous fait que maintenant on est en vélage étalé et on garde 45 veaux, 40 à 50 veaux par an. Et du coup on a été obligé, on a eu quelques problèmes sanitaires au niveau des veaux. Donc on s'est maintenant imposé un vide sanitaire. Tous les ans, on fait un vide de 2 mois dans la nurserie. On déplace en fait l'élevage des veaux dans un autre bâtiment. On a aussi revu un peu la mise à l'herbe. On a étalé la mise à l'herbe avec la reprise de surface. Donc voilà, pour essayer d'optimiser un peu l'élevage et d'avoir un coût de production le plus faible possible. On verra tout à l'heure, on a quelques premiers résultats. On est sur une valorisation qui reste correcte, mais faut vraiment pas faire d'écart. Faut techniquement maîtriser au mieux les croissances pour arriver à vendre les bœufs le plus tôt possible et limiter le nombre de bovins productifs, limiter le nombre de bovins présents aussi sur l'exploitation. Julien, Voilà. j'ai justement une question Ouais. là-dessus sur la notion d'autonomie et la façon dont vous gérez l'alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes autonome dans l'alimentation des bœufs et ça permet aussi d'évoquer la question du coût de production? Oui, on est autonome sur l'exploitation. On n'achète pas de fourrage et on est aussi autonome en céréales et en protéagineux, même sur la partie élevage, vache laitière.
on n'achète rien du tout. Après, par rapport au coût de production, l'objectif, c'est de maximiser le pâturage pour avoir des coûts de production, des coûts alimentaires le plus faibles possible, que tout ce qui est conservé, il y a des coûts de mécanisation en face. Donc pour ça, on fait du pâturage tournant. On essaye de faire des stocks aussi d'herbes sur pied pour valoriser l'été. Après, on s'est rendu compte aussi d'un point important, c'est par rapport pour répondre aux périodes d'élevage, enfin aux périodes pardon, de sécheresse qui sont quand même de plus en plus régulières l'été. On travaille beaucoup les couverts pour éviter d'avoir un creux de fourrage vert. Et cette année, par exemple, on n'a jamais eu de creux de fourrage vert et on a juste mis du foin un peu au râtelier pour ralentir la consommation. Et du coup, on a implanté nos couverts directement après la moisson. Pendant la croissance, enfin, la pousse des couverts, on a fini de faire manger nos stocks d'herbes sur pied. Et du coup, après, on s'est mis à faire pâturer tous nos couverts pendant 1 mois et demi. Ça nous a laissé 1 mois et demi de repousse. Et on va dire de fin août à fin septembre. Et à partir de fin septembre, on a remis les animaux, les bœufs, comme les génisses, dans les pâtures. Et du coup, elles ont profité des eaux, de la pluie de septembre pour refaire une pousse. Et du coup, là, on est encore au pâturage. Et je pense qu'on arrivera à avoir du pâturage jusqu'à fin décembre. Et du coup, c'est vraiment l'objectif et de minimiser la période hivernale en stabulation. Sachant qu'un autre intérêt en plus, c'est des animaux jusqu'à, on va dire, 1 an et demi, 2 ans qui pèsent, qui ont un poids assez faible. Et du coup, ça permet de les sortir plus tôt avec des conditions un peu limites, avec des faibles chargements, sans impacter les prairies, qui ont un faible poids. Donc voilà, c'est vraiment travailler sur tous ces points-là pour minimiser la mécanisation, minimiser tous les coûts et derrière avoir une rentabilité correcte. Donc, par rapport à ce point-là. Après, on Ouais, peut passer. Ouais. Julien, une question qui nous vient aussi, c'est la question temps de travail. Tu as évoqué effectivement là, une vraie stratégie que vous avez d'autonomie, de valorisation des pâturages, d'adaptation aussi climatique avec les couverts végétaux en post-moisson. Le fait d'avoir ce nouvel atelier de bœufs laitiers, quel impact ça a sur le temps de travail? Donc, l'impact sur le temps de travail, il y a plusieurs aspects. Déjà, au général, on va dire que nous, sur l'exploitation, on va dire que ça occupe un mi-temps, un petit mi-temps. Après, c'est un temps de travail qui est par rapport à l'élevage laitier qui est assez souple. Donc, c'est de l'astreinte régulière. On y va tous les jours ou tous les 2 jours faire le tour des animaux partout qui sont à pâturer. Mais c'est un temps, c'est une souplesse, c'est assez périodique. Après, par rapport à la période hivernale, on a plusieurs stabulations et c'est en alimentation simplifiée, c'est à volonté avec des bottes de foin. Et l'objectif, c'est d'y passer le moins de temps possible. Donc voilà, et en temps, ouais, c'est un mi-temps, il faut pas plus non plus. Et nous, ça correspond, ça s'intègre plutôt bien dans l'exploitation. Sur l'exploitation, c'est qu'on a les légumes à côté qui demandent beaucoup de temps. Et du coup, ça libère du temps pour les autres productions et en occupant de la surface. Voilà, mais voilà. Donc, pour cette question, après, on peut passer à la valorisation un peu économique et les premiers résultats que nous, on a. Exactement, Julien, parce qu'il y avait des questions là-dessus, la rémunération. Et puis après, on reviendra justement sur la façon dont ces bœufs sont valorisés par Unibio. On posera une question également après à Valentine. Julien, sur les questions économiques de rémunération. Donc, j'ai repris un peu les résultats qu'on a eus là sur une vingtaine de bœufs qu'on a commercialisés avec Unibio. Du coup, on est à des points entre 360 et 380 kilos en moyenne. Donc, c'est assez hétérogène. On va du 320 kilos et on a fait des bœufs à 430 kilos. Donc, en Montbéliard pur, on est un classement moyen ou égal, abattu à 35 mois et avec une valorisation à 3,80. Et c'est là où les bœufs croisés sont quand même plus intéressants, c'est qu'on a une valorisation moyenne à 4,37
et avec un classement air égal et un poids plus important. Par contre, ils sont abattus à 37 mois. Là-dessus, nous, je pense qu'on a un travail à faire pour améliorer l'âge à l'abattage parce que là, faut qu'on améliore. C'est un trop élevé. Je pense qu'on peut tabler sur du 32, 34 mois pour les Montbéliards, peut-être 35, 36 mois sur les deux croisés si on veut optimiser aussi le poids. Et il y a une valorisation, une optimisation à faire là-dessus en travaillant mieux sur les poids. Et ça sera plus simple. Parce que là, du coup, ça reste des petits lots. Donc, on a aussi adapté en fonction des vaches qu'on mettait à l'engraissement. Donc, il y a des bœufs qu'on traînait aussi parce qu'on n'avait pas forcément de l'eau à mettre pour faire un engraissement. On peut simplifier le travail et engraisser plusieurs animaux. Mais à terme, on aura toujours des bœufs à partir régulièrement. Donc, ça sera plus facile on va dire tous les 2 mois, on pourra remettre une dizaine de bêtes on met des bœufs et puis des vaches laitières à l'engraissement, donc ça simplifiera un peu la mise en. Donc voilà. Merci Julien. Du coup, je me permets de poser la question à Valentine. Ça fait le lien avec ce que tu nous expliquais sur le travail, l'impact économique de cet atelier. Valentine, la question qui t'est posée, c'est de savoir combien de bœufs sont aujourd'hui commercialisés par Unibio par an et puis à quel prix par kilo. Merci Valentine pour ta réponse. Alors à date, je n'ai pas les chiffres. Alors, il y a 2 ans, on était à 1400 bœufs abattus. Et c'est en augmentation. C'est un chiffre qui est en augmentation parce que voilà, on a de plus en plus d'éleveurs qui passent le pas. Ensuite, pour le prix moyen, en fait, les animaux sont réglés à la grille de prix. Donc là, les exemples que Julien a donnés sont de bons exemples de moyenne. En fait, les bœufs Montbéliards sont rémunérés sur notre grille de prix laitière. Et les bœufs croisés seront rémunérés sur une autre grille de prix qui correspond à la grille de prix des animaux croisés race à viande. Donc, on a un écart de prix entre ces deux grilles. Et pour expliquer un peu le fonctionnement de la grille, elle est faite en fonction de la conformation et du poids des animaux. Voilà, en partant du principe que les animaux sont en 3 d'engraissement. Voilà. Ça, c'est pour le point. Donc, ouais, le 3,80 pour une bête type 360 kg de carcasse eau égale, c'est une bonne moyenne aujourd'hui des bœufs laitiers qu'on fait abattre. Ouais. Et sachant que le prix que j'ai donné, il comprend la prime de 10 centimes pour contre bœuf. Oui, voilà. C'est ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc les bœufs, ces bœufs-là qui sont sortis ont été enregistrés sous un contrat bœuf, effectivement. Merci Valentine et Julien. Valérie. Oui, j'avais une question pour Julien. Dans les bœufs croisés vendus, là, présentés, c'est quel type de croisement? Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu avais du Limousin et du Charolais. Et... Pour l'instant, c'est que des bœufs limousins qui ont été mis en vente. Et du coup, ça va venir après. En fait, on a changé le taureau limousin pour un taureau basadais sur les génisses pour des problèmes après plutôt liés au vélage des génisses. Et du coup, là, j'ai un peu plus d'incertitude par rapport au poids et à la conformation. Parce que c'est quand même des veaux qui naissent plus petits à voir. Par contre, en charolais, on a fait le choix d'essayer de valoriser les veaux charolais. Et là-dessus, je pense que ça peut donner des poids de carcasse qui peuvent être intéressants et d'optimiser vraiment d'optimiser vraiment les résultats techniques. Sachant que on se rend compte que il y a un impact vraiment très fort sur le poids de carcasse où entre on a des bœufs, c'est assez hétérogène, des bœufs qui vont faire 340 et on a eu un bœuf même en Montbéliard qui a fait 422
kg. Et là, on est sur des valorisations vraiment intéressantes. Et je pense que là-dessus, les charolais vont avoir des poids de carcasse intéressantes, parce que c'est des bêtes qui ont 1 an et demi et qui présentent vraiment des bons développements et qui ont de l'ossature, quoi, et qui, je pense, qu'ils vont faire des résultats intéressants. Donc voilà, après, techniquement, pour revenir un peu, ça, nous, on les élève comme les génisses, et les phases de vigilance par rapport à l'élevage, ça reste les mêmes du coup que les génisses, c'est l'élevage des veaux, la gestion du parasitisme la première année, les premières années, les 2 premières années. Et après, ça sera techniquement valorisé au mieux, la phase d'engraissement et la phase de pâturage, mais ça reste un élevage aussi techniquement, c'est de la rigueur. Il faut être rigoureux sur l'élevage, mais ça reste un élevage qui est simple. Donc voilà. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions dans la partie chat discussion. Moi, j'avais peut-être une question, Julien, sur la phase d'engraissement, justement, combien de temps ça dure? Et puis, comment vous faites l'engraissement? Parce que je pense aussi à une évolution réglementaire qu'il va y avoir dans la nouvelle réglementation qui est l'interdiction d'engraisser les bœufs en bâtiment. Il y avait jusque-là une tolérance sur 3 mois d'engraissement en bâtiment et du coup, je voulais savoir comment vous faisiez ou s'il y aurait des évolutions qui étaient prévues. Du coup, pour l'instant, on est une phase en hiver, c'est engraissement en bâtiment. Et pendant tout le reste de l'année, on fait un engraissement en extérieur, donc dans une prairie qui est dédiée et où il y a des auges et on met du maïs en silage, un râtelier d'enrubanage et farine matin et soir. Et l'objectif à terme aussi, c'est de travailler l'engraissement à l'herbe. Donc voilà, d'essayer de faire. On fait déjà, on fait un peu d'engraissement. On fait une période d'engraissement, on va dire, qui dure 1 mois et demi, 2 mois. Faut pas plus. Et du coup, avec, on va dire, 3 à 4 kilos de farine par jour. Et l'objectif, pour l'instant, on fait du croisement, pardon, je perds un peu dans les paroles, du pâturage tournant pour essayer d'avoir des animaux gras démarrer pour quand ils rentrent en phase d'engraissement. Et l'objectif, là, ça serait de travailler aussi d'engraissement à l'herbe, donc d'amener de la farine ou pourquoi pas un peu de maïs, d'avoir une auge qu'on déplace avec du pâturage tournant dynamique et d'essayer d'engraisser les animaux à l'herbe pour limiter au maximum la période et limiter aussi le coût alimentaire. Après avoir, on règle quelques points techniques et aussi en termes de temps de travail, mais il faut qu'on voit, mais je pense que ça serait des choses intéressantes pour toujours limiter les coûts. Merci Julien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas pour l'instant, Adèle. J'ai l'impression que voilà, les intervenants et intervenantes ont été clairs dans leur intervention. Ok, très bien. Dans ce cas, je vous propose de clôturer cette conférence en ligne